Allez chats, mes chers amis golfeurs, bienvenue pour la première d'une petite série de vidéos qu'on va qualifier de trêve hivernale. Improvisé comme d'habitude, improvisé parce que voilà, ce soir temps pourri, depuis 10 jours pluie sur la Gironde, mais rien par rapport, et j'ai une pensée pour tous mes amis golfeurs, allez on va dire de La Rochelle et au nord, la façade ouest atlantique, qui ont vécu des moments, j'imagine, très pénibles avec ces deux tornades, tempêtes qui se sont affalées sur la côte. J'ai une pensée pour eux, j'espère que tout va bien chez vous, que vous êtes bien au chaud, bien installés peut-être pour écouter cette première vidéo que je vais faire sur le dernier livre de Tom Wishon, Captain Clubmaker, qui m'avait gentiment envoyé avec une petite dédicace. Je crois que c'était il y a 3 ans, ça remonte il y a 3 ans. Son dernier livre, alors j'ai pas compté, mais je crois que Tom a écrit une dizaine de livres référents vraiment sur tout ce qui touche au fitting, au clubmaking, au design de tête de golf. Ce livre, pardon, un petit peu, vraiment oui, je pense que c'est son dernier. Deux grandes parties dans ce livre. C'est la première que je vais m'efforcer de vous raconter. C'est ce qu'il appelle des expériences, mais souvent très drôles, Et j'en ai choisi quelques-unes, je vous les listerai après, celles que je vais vous faire. Et une deuxième partie, ce qu'il appelle les insights, tout ce que j'ai appris depuis 1972, où il a démarré dans le clubmaking, tout ce que j'ai appris dans l'univers et dans la recherche des clubs de golf parfaits. The Search for the Perfect Golf Clubs, qui était le titre, je crois, de son premier livre. Et non, moi je vais vous faire plutôt la première partie. Il y a 53 chapitres. Je vais évidemment pas tous vous les faire, j'en ai sélectionné quelques-uns. Allez, pêle-mêle. Ce soir, je vais vous raconter les origines de Tom dans le métier de clubmaker. On pourra parler un petit peu. Il a eu une petite aventure rock'n'roll, Tom. Et oui, il s'est retrouvé enrôlé dans un groupe de rock très connu à l'époque, en Californie. Et vous verrez, il a été batteur lors d'une tournée, voilà, parce qu'il joue de la batterie. Et aujourd'hui, sachez-le, Tom, depuis 2 ans, on en parle, apprend à jouer de la guitare. Donc voilà. Ensuite, il y a un chapitre qui est intéressant, je m'en souviens plus, je l'ai lu il y a 3 ans, mais déjà je m'en souviens plus. The best ball striker I've ever seen, le meilleur frappeur de balle que j'ai jamais vu. Un petit épisode sur le British Open, Tony Jacklin et son fer 1. Ma rencontre le même jour avec Niklos Weiskopf et Sneed en Grande-Bretagne pour The Open. Mon premier livre, The Real Artists of Clubhead Design, les vrais artistes du design de tête de golf. Celui-là il devrait être pas mal aussi. L'usine de production, enfin le processus de production de tête de golf le plus incroyable que j'ai jamais vu. Il faut savoir que Tom a fait beaucoup de déplacements en Asie pour rencontrer les forges, les usines de fabrication des clubs de golf. Alors, il y a un chapitre qui est très drôle, celui-là je m'en souviens, il m'a marqué. Coming this close to meeting Ben Hogan. À un doigt de rencontrer Ben Hogan. Ils se sont croisés, vous allez le voir. Comment il s'est fâché, ensuite réconcilié avec Fred Couples lors du British Open. Son amour pour St Andrews. Il est allé à de multiples reprises. Le meilleur putter que j'ai jamais rencontré. Mick Jagger, je m'en souviens plus. Mick Jagger, le chanteur des Rolling Stones. Fitting d'un président des États-Unis, passé et futur. Oui, le même jour, il a fait le fitting de George Bush, père et fils. Ça, c'est assez marrant. Je m'en souviens avec une armada de gardes du corps tout autour. Rencontre avec le King, rencontre avec Arnold Palmer. Je crois que c'était lors d'un Noël. Ils ont passé un Noël ensemble. Ensuite, il va nous parler de tous les pros de cette époque, des grands pros pour lesquels il a travaillé. Ben Crenshaw, Litsk, Payne Stewart. Payne Stewart, évidemment, avant son décès, dans ce malheureux accident d'avion. Voilà. Et une petite leçon de golf avec Payne Stewart.
Voilà un petit peu ce que je vous ai préparé, ce que je vous réserve. Et avant de vous faire le premier chapitre, sur les débuts de tome, petite parenthèse aussi, petite pensée pour, où c'est que je l'ai mis? Je l'ai mis là. Petite pensée pour Pascal. Pascal, j'ai reçu ton magnifique Tom Watson Troon Grind. Alors, Pascal m'a envoyé ce vieux fer, donc Tom Watson, de la marque RAM, années 80, à peu près, je l'ai connu, je l'ai joué quand j'étais enfant ce wedge. Pas celui-là, il y a eu plusieurs modèles. Ça, c'est un modèle très rare. Et je comprends Pascal qui m'a écrit en me disant, Arnaud, est-ce que tu peux me refaire totalement, pas moi qui le ferai, ce club? Donc je vais envoyer la tête en Angleterre dès demain. Et il est très 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 spécial, Troon Grind. Il a 2 degrés de bounce ce club. Et à l'époque, c'est marrant, il ne disait pas bounce, c'est écrit, c'est à peine lisible, 2 degrees of rake, R-A-K-E, rake, c'est le bounce. C'est vraiment un wedge conçu pour jouer sur des terrains très très durs. Donc je comprends Pascal qui m'a envoyé ce club pour le refaire à neuf. Et c'est vrai que j'ai regardé un petit peu par curiosité sur eBay, on en trouve un qui est à vendre, pas cher d'ailleurs, mais qui est dans un sale état. Et oui, il a marqué que c'est un club très rare, très très rare. Donc Pascal, je m'en occupe, ça fera l'objet peut-être d'une vidéo, donc cette tête va partir. J'avais fait une vidéo sur des têtes forgées que j'avais envoyées donc à Coventry en Angleterre pour les faire refaire et j'avais été vraiment très très satisfait du résultat. Donc je vais renouveler l'opération, voilà. S'il y en a parmi vous qui souhaitent refaire des vieux clubs de golf, attendez de voir la rénovation de ce sandwich, ça promet. Aussi, avant de reprendre le livre, j'ai reçu ça il y a 3-4 jours du Japon. Le fer 2 de Patrick Reed, qui s'appelle U2, Utility 2, donc de la marque Grindworks. Collaboration qui a déjà pas mal d'années entre Patrick Reed et Nimi, qui est le fondateur PDG de Grindworks, marque avec laquelle je travaille. Très peu connu en France, bien sûr, mais qui passe par des club makers comme moi, puisqu'ils vendent des têtes à l'unité. Donc voilà le fer 2 de Patrick Reed, que je vais aller essayer demain si la météo le permet. Là, j'ai déjà tapé quelques balles avec, mais il y avait tellement de vent que c'était un test épouvantable, donc je vais aller le retaper. Alors qu'est-ce que j'ai aimé sur ce fer 2? 2-3 petites choses. J'ai aimé, bon ça on le retrouve chez d'autres marques, Ping, Callaway je crois et compagnie. Le petit insert en pointe du club où j'ai pu rajouter 8 grammes de mémoire, c'est beaucoup, de tungstène, un petit peu d'époxy, on referme. Et oui, puisque du poids en pointe, effectivement, dans mon cas personnel, permet de limiter un petit peu le hook. Voilà. Et puis ce que j'ai beaucoup aimé aussi, qui le distingue d'ailleurs du fer 2 Vega que je joue, le Mizar Max qui est sale. Bon, le Mizar Max c'est du titane, c'est de l'acier très dur. C'est intordable, c'est vraiment intordable. 1 degré dans le meilleur des mondes. Donc, et c'est vrai que dans mon cas, je me suis rendu compte récemment, j'ai tapé beaucoup de balles au practice, je me suis rendu compte que quand même avoir un fer 4 à 3 degrés flat m'aidait beaucoup. Sensation d'avoir vraiment le bon lie, je travaille mon swing en ce moment pour avoir les mains plus basses à l'impact, enfin, etc. Donc j'ai besoin, de par ma taille, 1m69, et de par cette position que je travaille, mains plus basses, j'ai besoin de fer très flat. Et c'est vrai que le Vega, je le trouvais quand même très upright, la pointe en l'air. Ça me gênait. Ça me gêne, je peux le taper, mais bon. Et c'est vrai que le Grindworks, pour le coup, alors c'est du Maraging Steel, donc c'est pas aussi doux que de l'acier carbone, enfin c'est quand même beaucoup plus doux que le titane. Alors j'ai pu le tordre sans problème de 3 degrés flat. Voilà, donc là j'ai un nouveau fer 2 que j'ai lofté, il est marqué 19, je l'ai lofté à 18, 3 degrés flat. Pour vous donner une idée, 3 degrés flat, mes wedges par exemple sont mes wedges Vega. Mes Vega Alcor, je les ai laillés à 61 degrés de laille. Ah, ça fait quand même une grande différence. Voilà, donc test demain si la météo le permet, s'il fait un petit peu soleil et surtout s'il y a moins de vent, parce que là il y a des bourrasques énormes. De ce fer 2, il me tarde de le jouer. Voilà, place à la cheminée, Arnaud au coin du feu. Ça réchauffe, presque trop. Et voilà, je vais vous lire, je vais vous traduire simultanément. Dans une ancienne vie, j'ai été prof d'anglais, donc c'est voilà, j'ai l'habitude de passer de l'anglais au français. Allez, on va commencer par My first mentors in club making, mes premiers mentors dans le club making. Page 9, c'est parti.
Voilà. Donc ça, vous voyez la photo, ça c'est le petit pro shop où Tom a débuté. Et nous sommes sur le parcours de Mill Valley, à ne pas confondre avec Hill Valley de Retour vers le futur, non, c'est Mill Valley en Californie. Et bien voilà, c'est parti. Et nous dirons que Malcolm Brown, le professeur de golf au Mill Valley Golf Course, donc le parcours de golf de Mill Valley en Californie, n'a jamais été une grande menace pour les boutiques de golf de la Californie. Et jamais il n'aurait gagné le trophée du meilleur merchandiser de l'année. Dans son pro shop, on trouvait pêle-mêle des balles, des gants, des tis, des boissons, de la bière, quelques sandwichs, fait maison. Oui, et puis bien sûr, il y avait quelques clubs de golf à vendre aux membres qui avaient de l'argent pour venir acheter des clubs de golf. Ce qui, voilà, alors en termes de marques, par exemple, bon, c'est des marques qu'on a connues quand même en France. Hein. On trouvait pêle-mêle des marques comme Powerbilt, qui est ensuite en France, Powerbilt, oui, c'était plutôt catalogué marque pas chère, débutant. On trouvait du Powerbilt, on trouvait du Orlimar, oui, qui faisait des très bons bois de parcours. Ah, notamment parce que ces deux entreprises, donc Powerbilt et Orlimar, fabriquaient leur club à San Francisco. Oui. Alors, Powerbilt avait son usine. Quand on pense, ça c'est intéressant parce qu'aujourd'hui évidemment plus aucun club de golf n'est fabriqué aux États-Unis. Hein. Même Ping, hein, ça fait longtemps que c'est fini. Mais bref, donc Powerbilt avait son usine à Louisville dans le Kentucky. Mais le distributeur californien de Powerbilt était situé donc à proximité du parcours de Mill Valley. Voilà. Et donc il passait nous voir pour nous vendre et pour que nous puissions revendre ces clubs de golf. Orlimar était une entreprise extrêmement respectée à l'époque, qui s'était spécialisée dans les drivers en percement. Dans les années 70, Orlimar était très connu sur le tour de PGA, une marque qui était jouée par la plupart des pros californiens, notamment Johnny Miller, pour le plus connu, Ron Cherudo, Jim Weichers, Bobby Clampett, Rod Curl et bien d'autres. Ah, je ne peux pas m'empêcher de dire que c'était pour moi une expérience fabuleuse. Ici, au deuxième chapitre, dans le premier chapitre, Tom nous raconte comment il faisait partie de l'équipe de golf dans le Colorado, à l'université. Il a gagné le championnat universitaire, hein, donc Tom, un très bon joueur de golf, un très bon joueur de golf, qui a passé ses cartes PGA. Il a été enseignant pendant quelques temps. Mais ça, il en parle très peu dans le livre. Mais en tout cas, donc, c'était un vrai amoureux de golf, et c'est toujours un grand amoureux de golf, hein, Tom, il faut bien le dire, c'est très important pour tout ce qui suit. Et donc voilà, à l'époque, j'étais empressé de passer les commandes. J'adorais aller visiter l'usine de fabrication de Powerbilt. Et comme Brownie a vite compris que j'allais être un très bon assistant, il me laissait faire et il me laissait finalement m'occuper essentiellement des clubs de golf dans sa boutique. Brownie s'occupe en plus des sandwichs et des boissons. Orlimar, il en revient à Orlimar. Orlimar, c'était une PME détenue donc de père en fils, hein, fondée. Ah, écoutez ça, fondée par un Basque, Lou Ortiz. La femme de Lou, qui s'appelait Dolores, basque espagnol. Hein. La femme de Lou, Dolores, sa fille Carmen et son fils Jesse travaillaient tous dans l'entreprise familiale.
et avaient tous grandi avec la passion de Lou pour fabriquer les meilleurs clubs de golf aux États-Unis. Je traînais donc à l'époque avec pas mal des employés de Orlimar, à commencer par Lou, Carmen et Jessie. Je passais beaucoup de temps avec eux et j'étais très intéressé très tôt par leur processus de fabrication de bois en persimmon. Je me souviens une fois demander à Lou, donc Lou, Lou Ortiz, demander à Lou pourquoi il embauchait des gens qui ne jouaient pas au golf. Voici sa réponse. Des golfeurs? J'embauche des golfeurs et tu sais ce qui va se passer, Tom? Toute la journée, ils vont frapper des balles au practice. Ils vont penser à ceci ou cela, ils vont penser à tel coup ou tel autre coup. Ils vont aller sur le parcours. Non, non, non. Moi, je veux des gars qui bossent. Pas des gars qui passent leur journée au practice. Ah, Lou avait un sacré tempérament. Mais c'est aussi donc dans l'entreprise de fabrication de Powerbilt chez Sullivan's que je passais le plus clair de mon temps pour apprendre à fabriquer des bois et tout simplement être là et regarder tout ce qui était lié de près ou de loin à des clubs de golf. Je me souviens encore de l'odeur du bois, du bruit des machines, dans cette usine à 2 étages, avec des murs peints à la façon du Masters, un verre façon Master, sur Mission Street, au sud de San Francisco. Le chef ingénieur de chez Powerbilt était un clubmaker vétéran, un vieux clubmaker qui se prénommait Jimmy Mazza. Il me fallut peu de temps pour considérer Jimmy comme un dieu pour tout ce qu'il savait, pour toute sa passion du golf, tout ce qu'il pouvait me transmettre sur la fabrication des bois en persimmon et en laminé. Il y avait aussi des bois en laminé, qui étaient beaucoup moins chers que le persimmon. Et il pouvait passer des heures à me parler des différentes essences de bois avec lesquelles on pouvait fabriquer différents types de drivers. Et Jim n'était pas avare, il répondait à chaque question que je pouvais lui poser. Bon, Jimmy, par contre, savait peu de choses sur la science technique liée au fitting des clubs de golf. À l'époque, de toute façon, peu de gens savaient. Mais par contre, il savait tout, du bout des doigts, sur la façon de fabriquer des têtes en bois, sur la façon aussi de meuler des fers forgés, et tout simplement comment assembler les composants de façon artisanale. J'étais une éponge, littéralement absorbé par tout ce qu'il faisait, à tel point que très vite, j'ai vraiment eu de faire moi-même mes propres bois, mes propres prototypes de bois en persimmon. Je n'oublierai jamais ces moments avec Jimmy où il me laissait tout simplement toucher à tous ces outils et il me guidait, voilà, tel un vrai mentor. C'est de cette gentillesse de Jimmy Mazza que s'est déclenché mon désir de devenir un jour mon propre patron et de me lancer dans la fabrication et la réparation de clubs de golf. Émouvant de retrouver. J'ai une mémoire, de toute façon j'ai une mémoire de moineau. J'avais totalement oublié ces passages-là. Alors, il y en a sûrement parmi vous qui ont joué des bois en persimmon. Moi je me souviens
Quand j'ai commencé le golf à 12 ans à Agen, à Bonne-Rencontre, dans mon sac très vite, j'avais un driver Mizuno en persimmon, 12 degrés de loft, avec un shaft acier. Et oui, True Temper Dynamic Gold, à l'époque il n'y avait que ça, hein. À 12 ans, pour la petite parenthèse, hein. Pour assurer les parents qui viennent me voir avec leurs enfants, ils me disent Arnaud, le shaft en graphite de 50 grammes, ça va, c'est pas trop lourd pour lui? Ah, écoute, tu sais, moi à 12 ans, j'avais des shafts acier entre les mains parce qu'il n'y avait que ça, qui devait peser 100 ou 110 grammes, hein, et ça m'a jamais posé trop de problèmes, ni à tous mes amis. Alors je referme la parenthèse, mais elle est quand même assez, elle est vraie, elle est véridique. C'est tout à fait juste de dire que aujourd'hui, bien sûr, les shafts pour enfants en graphite, évidemment. Et demain, je dois avoir une fille de 13 ans, Jade. Jade, je ne t'oublie pas, je suis en train de te faire un Fairset prototype. Il est évident que pour tous ces enfants-là, entre 10 et 14 ans, le graphite est extrêmement plus performant que l'acier. Mais je voulais simplement dire qu'à mon époque, dans les années 85-89, avec ma bande de copains, que je salue, on jouait tous avec des shafts acier dans nos fers et dans nos bois. Et je n'ai pas souvenir que quelqu'un se soit jamais blessé avec un de ces clubs de golf. Donc voilà. Donc en tout cas, premier chapitre clos. Ça flambe toujours. J'espère que vous aurez passé une bonne petite soirée en ma compagnie. Je vous dis à très bientôt. Prochaine soirée pourrie où je ne saurais pas trop quoi faire. Eh ben, je vous retrouve ici au coin du feu pour vous parler donc d'un autre chapitre, d'une autre aventure de Tom. Je crois que la prochaine, ça sera son expérience de batteur dans un groupe de rock ultra célèbre. Si je vous dis Abracadabra, ça va peut-être évoquer quelque chose. Allez voir sur YouTube, Abracadabra. Vous allez voir des dizaines de millions de vues de ce titre. J'ai oublié le nom du groupe, mais voilà, groupe californien. Ils jouaient tous au golf et ils ont embarqué Tom pour une virée parce que le batteur était tombé malade. Adi Schatz, mes chers amis golfeurs, et à très bientôt au coin du feu.